cœur sublime élevé. Entendez-vous dans ces campagnes les chants du peuple travailleux? Oh, et réjouissent le cœur de ma fille de notre campagne. Allez, les citoyens, formez les ateliers, chantons, chantons, courons au travail, honneur aux ouvriers, amour secret de la batterie, inspire nos législateurs, liberté, liberté chérie, protège les vrais défenseurs, protège les vrais défenseurs, sous tes drapeaux que la victoire appartienne à l'égalité. Et quand je la fraternité, du monde entier soit notre gloire. Allez, les citoyens, fermez les ateliers, chantons, chantons, gloire au travail, honneur aux ouvriers, à nos aînés dans la carrière, succédons sans rétrograder. Leur bras réveille la terre, le nôtre doit la féconder, le nôtre doit la féconder. Bien plus jaloux de notre cime que d'un triomphe désastreux, nous serons appelés comme eux, compléter le rêve sublime. Allez, les citoyens, formez les ateliers, chantons, chantons, gloire au travail, honneur aux ouvriers. Me voici, la République. Je suis jeune, je n'ai que 250 ans à peine, et je suis née plusieurs fois. Fille de la grande révolution de 1789, celle de 1848 me métamorphose en République sociale, socialiste et internationale, avec le droit à l'instruction et au travail, l'union de toutes les classes sociales, le printemps des peuples d'Europe, l'abolition de l'esclavage. Pourquoi m'a-t-on oublié? La même année, 1848, un rabbin né dans l'est de la France, Alexandre Créange, alias Ben Baruch, entre nous un énergumène, veut répandre cette idée un peu folle que la toute première république sur terre a été inventée par Moïse, le premier prophète juif. Liberté, égalité, fraternité, comme un rameau de la loi mosaïque. L'histoire du peuple français greffée sur celle du peuple hébreu. Pourquoi l'a-t-on oublié? On peut dire que l'histoire des Juifs en France est indissolublement liée à l'histoire de la Révolution. L'amour des Juifs pour la France, des Juifs qui vivaient en France et les Juifs qui vivaient dans toute l'Europe, cet amour s'est enraciné à partir de 1789 et à partir de l'émancipation des Juifs de France.
Cette émancipation s'est passée en deux temps. Dès 1789, les députés de l'Assemblée constituante mettent à l'ordre du jour la question de l'émancipation des Juifs. Et cette question semble pouvoir être réglée rapidement. En fait, il y a beaucoup de débats, et tenez-vous bien, ceux qui étaient les plus opposés à l'émancipation des Juifs, de l'ensemble des Juifs en France, c'était qui? C'était les Juifs séfarades portugais de Bordeaux. Comme vous savez, il y avait des Juifs à Bordeaux-Bayonne. C'était ceux qui s'étaient sauvés de l'Inquisition. C'était des Juifs séfarades extrêmement émancipés et déjà bien intégrés dans la société française. Et puis l'autre gros bassin, c'était les Juifs d'Alsace et de Lorraine. Ceux-là étaient plus germanisés, parlaient moins bien le français et surtout étaient très religieux, ce que les Juifs séfarades de Bordeaux considéraient comme de l'obscurantisme. Et donc ils se sont opposés pendant presque 2 ans à l'accession des Juifs d'Alsace à la citoyenneté. Ils voulaient, eux, être français, mais pas les autres. Bon, les débats ont duré assez longtemps. Ils ont été soutenus aussi par des députés anti-juifs d'Alsace qui avaient vraiment été très antisémites à cause des problèmes d'usure, mais pas seulement. En 1791, le 27 septembre exactement, le décret d'émancipation des Juifs est promulgué par Louis XVI. C'est un des derniers décrets signés par Louis XVI. Donc 2 ans après 89, après toutes ces oppositions dont je viens de vous parler. Les révolutionnaires, tous les révolutionnaires, en tout cas tous les grands, tous ceux dont on connaît le nom, tous ont été largement influencés par la philosophie de Rousseau. Donc l'homme est bon naturellement. Et il n'y a aucune raison que les Juifs ne soient pas bons naturellement. Donc s'ils ne le sont plus, eh bien c'est à cause de la société. Et c'est à cause de la société chrétienne. Et donc c'est influencé par ces idées-là que des gens comme Clermont-Tonnerre, Mirabeau, Danton, l'abbé Grégoire, d'autres aussi, ont défendu devant les députés de l'Assemblée constituante l'idée de la nécessaire émancipation des Juifs. Maximilien Robespierre va clamer devant l'Assemblée cette phrase « Rendez les Juifs au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur rendant la dignité d'homme. » Ce à quoi l'abbé Grégoire répond « Auteurs de leurs vices, soyez-le maintenant de leur vertu. » Dans un discours célèbre de décembre 1789, alors non seulement célèbre, mais je crois tout à fait constitutif de ce qu'on va appeler après l'israélitisme, c'est-à-dire ce qui va constituer l'idéologie et la place des Juifs en France. Le comte de Clermont-Tonnerre prend position pour l'accession des Juifs à la citoyenneté en disant « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout leur accorder comme individus. Il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique, ni un ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens. » Lors des 2 campagnes victorieuses d'Italie, en 1796 puis en 1799, alors qu'il était encore le général Bonaparte, soldat de la Révolution, c'est pendant ces campagnes que les Juifs des ghettos italiens en sont sortis. Vous vous souvenez que le premier ghetto en Europe, c'est le ghetto de Venise en 1516. Donc c'est Bonaparte qui va, ou avec l'armée de la Révolution, qui va ouvrir les ghettos en Italie. De la même façon, au fur et à mesure du passage des armées de la République à travers l'Europe, les ghettos vont être ouverts et les Juifs émancipés. Et il va en être ainsi après les Juifs d'Italie, surtout des Juifs d'Allemagne, puis des Juifs de Pologne. L'époque napoléonienne va marquer durablement la judaïcité européenne parce que ces communautés d'Allemagne et surtout de Pologne, depuis l'émancipation, sont divisées entre deux idées. Est-ce que c'est l'ère messianique, puisque enfin on considère les Juifs comme tout le monde, ou bien est-ce que c'est l'œuvre du diable? Parce que le salut ne peut pas passer par des profanes. Ce n'est pas les profanes chrétiens en plus qui vont donner la liberté aux Juifs. Donc, est-ce que ce n'est pas l'œuvre du diable qui fait cela pour empêcher les Juifs de pratiquer leur foi? Bon, il y a vraiment ce débat-là qui va agiter ces communautés mystiques qui, en plus, pour certaines d'entre elles, traduisent ce qui se passe à travers les versets d'Ézéchiel dont on vous a déjà parlé, cette période de Gog et Magog, du bien et du mal qui se combattent en permanence. Donc, vous voyez, il y a un grand bouleversement idéologique dans les communautés juives. Le 24 avril 1799, pendant la campagne d'Égypte,
après sa victoire sur les Turcs au Mont-Tabor, le général Bonaparte, il est toujours encore général, il rédige de Jérusalem une proclamation à la nation juive. Pour lui, la nation juive est identifiée comme héritière historique de cette terre. Et écoutez bien ce qu'il va leur dire. Israélites, nation unique que les conquêtes et la tyrannie ont pu pendant des milliers d'années priver de leur terre ancestrale, mais ni de leur nom, ni de leur existence nationale, levez-vous. Levez-vous, vous avez le droit à une existence politique en tant que nation parmi les autres nations. Après la période de la terreur en France, c'est Bonaparte, le général Bonaparte, qui rétablit encore l'égalité des droits de tous les citoyens. Les choses vont un peu se gâter lorsqu'il va être empereur. En effet, l'empereur Napoléon, bon, c'était déjà vrai pour Bonaparte, mais là, il a plus de pouvoir, et il met en œuvre ses idées, est méfiant envers les Juifs. Il n'aime pas trop les Juifs, en fait, et il veut les contrôler. Pour les contrôler, il convoque le Grand Sanhédrin, à la suite duquel est créé le Consistoire de France. Consistoire qui existe toujours, comme vous le savez, même si ses modalités ont un peu changé. Il crée donc le Consistoire de France, institution qui dépend du ministère du culte, pour mieux contrôler les Juifs, pour mieux contrôler surtout leur francisation. On contrôle les sermons des rabbins, par exemple, des choses comme ça. Napoléon va promulguer en 1808 une série de décrets sur les Juifs, réglementant l'usure, interdisant l'entrée en France des Juifs étrangers, interdisant aux Juifs français le remplacement lorsqu'ils tiraient un mauvais numéro à la conscription. Et il faudra attendre 1827, sous Louis XVIII, pour que ce décret soit révoqué. Il ordonne la prise de nom, parce que l'on appelle le décret de Bayonne. Donc, à partir de 1808, les Juifs de France doivent se déclarer dans les mairies et prendre un nom, se déclarer sous un nom fixe. Ça sert ça aussi à pouvoir les enrôler dans l'armée, hein, pouvoir savoir combien il y a de Juifs, où ils habitent, pouvoir les contrôler, pouvoir leur faire payer des impôts. Surtout, il rétablit ce que l'on va appeler le décret infâme. Décret infâme, c'est le décret qui rétablit pour les Juifs le serment moré judaïco. Ce serment obligeait les Juifs à faire un serment, quand ils étaient jugés dans les tribunaux, à faire un serment sur la Torah, alors que tous les autres citoyens ne faisaient pas de serment sur la Bible, ils faisaient le serment sur la Constitution. Les Juifs étaient obligés de prêter serment sur la Torah. Pourquoi ? Parce que Napoléon disait « Là, je serai sûr qu'ils ne trahiront pas. S'ils jurent sur leur texte, ils ne trahiront pas. » Eh bien, ce décret infâme, il faudra attendre là aussi 1827 pour que l'avocat Adolphe Crémieux obtienne de la cour de Nîmes son abolition. Donc, de même que les armées de la Révolution et de l'Empire avaient émancipé les Juifs d'Europe, l'armée française qui débarque à Alger en 1830 pour coloniser au fur et à mesure l'Algérie, cette armée, composée en partie des soldats ayant combattu avec Napoléon, va jouer un rôle décisif dans l'émancipation des Juifs du Maghreb, avec pour conséquence, comme ce qui s'était passé pour tous les Juifs d'Europe, amour de la France et francisation accélérée. Premier acte du vainqueur dans ce qui deviendra l'Algérie, le 5 juillet 1830, lorsqu'il débarque à Alger, le général de Bourmont proclame l'égalité de tous les habitants de l'Algérie devant le pouvoir français. C'est un véritable coup de tonnerre. Les Juifs devenaient d'un seul coup les égaux des musulmans dont ils étaient les dhimmis jusque-là. De plus en plus rapidement francisés, les Juifs d'Algérie, alors sujets français, réclament la citoyenneté française qu'ils obtiendront collectivement en 1870 par le décret Crémieux.
un siècle nouveau va s'ouvrir, que les palmes de l'humanité en ornent le frontispice et que la postérité applaudisse d'avance à la réunion de vos cœurs. Les Juifs sont membres de cette famille universelle qui doit établir la fraternité entre tous les peuples. Et sur eux, comme sur vous, la révélation étend son voile majestueux. Enfants d'un même père, dérobez tout prétexte à l'aversion de vos frères, qui seront un jour réunis dans le même bercail. Ouvrez-leur des asiles où ils puissent tranquillement reposer leur tête et sécher leurs larmes, et qu'enfin le juif, accordant aux chrétiens un retour de tendresse, embrasse en moi son concitoyen et son ami.
Je t'aime, ô terre de France. Je te parle comme... Et je m'excuse d'avance, parce que je n'en ai pas le droit. Depuis 2 ans, je suis là. 2 fois, j'ai vu fleurir tes fruits. Je me promène ici, pas à pas, pour te contempler, jour et nuit. Et maintenant, me laisseras-tu, sans rien dire, sans me défendre? Tâche pour que je puisse te dire merci, et plus tard, des services te rendre. Fais front à mon ennemi, qui est égoïste et si féroce. Ne permets pas me fasse des mots atroces. Je t'appelle au secours. Tu seras fière et contente, je crois, quand tu pourras dire un jour que tu as défendu la justice et la morale à la fois. Arrête donc ces forces obscures qui s'approchent à toute vitesse. Verse en eux ton hospitalité et ta politesse. Elle a toujours eu peur. Alors je ne dis pas, évidemment, je ne dis pas qu'il s'agit de ma mère. Elle a toujours eu peur des frontières, des uniformes, des gendarmes, des avis bancaires, du percepteur, de la feuille d'imposition. Très peur des dames de la poste. Elle a peur des ustensiles ménagers. Elle a très peur de la télécommande. Peur des escaliers roulants aussi. Elle aimerait que je mange. Enfin, que je mange pour de vrai, hein. De la vraie nourriture. De la viande. Des bananes. Quand on est dans un pays où il y a tout, on mange tout. On ne fait pas la difficile. Säuren Schumme. Âme acide comme du vinaigre. Toi, tu veux jamais rien.
Elle aimerait que j'ai un bel appartement. Enfin, elle aimerait que j'en sois propriétaire. Hein. Dans le neuf. Très clair. Avec un ascenseur. Elle aimerait que j'ai des meubles bien cirés et des lustres en cristal comme les bessere Mensch, comme les gens bien. Je m'énerve quand elle ne comprend pas. Je lui dis qu'on n'est plus en Pologne, qu'on n'est plus au Städtle, qu'il faudrait quand même commencer à s'adapter un tout petit peu. Je crie. Et bien sûr, quand je rentre chez moi et que je la laisse seule, je regrette d'avoir crié. Je regrette de m'être énervée. Oh, die Nerven! Azoi vidantate, comme ton père, à paquedne. Et dans sa bouche, ce n'est pas un compliment. Bah, c'est comme à la maison. Hein. Ah, mais c'est dans oui. la vie. Ouais. Tu vois, chez mes grands-parents, c'était comme ça. Puis il y avait un buffet aussi. Ah, les buffets. Ben, chez ma tante aussi, il y avait un buffet, un grand buffet en bois de chêne, avec sur la porte des moulures creusées et en forme d'arcade et de fleurs. Et il y avait une grande planche en marbre rose veiné de blanc. Tu te rappelles de ces buffets ? Oui, enfin, chez mes grands-parents, c'était plus simple. Hein. C'était plutôt le genre Galerie Barbès. Sur le buffet, je ne sais pas s'il y avait du marbre, mais il y avait les médicaments. Et puis il y avait un panier. Un panier en cristal. Ah, en cristal de Bohème. Oui. Et dans le panier en cristal, il y avait toujours des pommes, des golden. Je ne sais pas, c'est les pommes les plus insipides qui soient. Je ne sais pas pourquoi nos juifs aimaient tellement les golden. À cause du yiddish. À golden pomme. Parce que, tu vois, quand j'allais chez mon père à la boutique, mon père il me disait toujours « Tu vas à golden ?» Et il épluchait la pomme sur le journal, papier journal important. Mon grand-père aussi. Ah bon ? Oui, en rond. Exactement. Chez toi, il y avait aussi Oui, il y avait des golden. Ah bon ? Non, des golden. Des golden. Et tu y arrives. Il y avait des golden. Il y avait des pêches, il y avait des poires, il y avait des bananes, il y avait des oranges, mais il y avait surtout des navelles, ces oranges bien juteuses et sucrées. Et on avait surtout le plateau de fruits secs. Alors on avait des amandes, des figues séchées, des abricots secs, des noix avec leurs coquilles qu'on cassait et on mettait la noix dans la datte. On appelait ça une daffina. Qui n'a rien à voir avec la daffina. Hein. Et mon grand-père me disait « Fais-moi une daffe !» Et mon grand-père aussi mettait des noix dans les dattes et il nous offrait ça, délicatesse. Mais tu sais, chez nous, c'était peut-être pas un buffet magnifique, mais dans le buffet, ma grand-mère mettait tous les gâteaux qu'elle faisait. Elle en faisait beaucoup. Alors il y avait le strudel, pas en rond, hein, un strudel bien plat dans un grand plat, le gâteau pavot, il y avait des chaussons au fromage blanc. Des cheesecakes. Mais non, pas des cheesecakes. Mais non. Les cheesecakes, c'est américain. Non, d'abord, chez nous, c'est les Käskirchen, c'est les gâteaux. Et ensuite, non, c'était des chaussons fourrés, il n'y en a plus tellement. Et puis, il y avait des roulés comme ça, à la cannelle. Et ça embaumait, mais tout le placard. Ça sentait bon. Puis, il y avait aussi des montchéris. Ah bon ? Oui. Parce que moi, les montchéris, ils étaient au-dessus de l'armoire. Et puis, quand on a grandi, ma mère s'est rendue compte. Hein, il n'y en avait plus. Nous aussi, on avait des montchéris et on avait aussi dans un des compartiments du buffet, fermé à clé, il y avait un plateau au trésor. Il y avait de la confiture d'orange et de pamplemousse en quartier, comme ça, qui embaumait ce buffet. Quand on ouvrait, il y avait les couleurs et les odeurs. Il y avait des petites aubergines aussi, caramélisées, la confiture de coin. Et alors, quand les invités venaient, on servait ça sur un plateau, avec des petites fourchettes à 3 pics, et au bout du manche, des petites pierres comme ça. Enfin, moi, je les mangeais avec les doigts, ça collait, j'en mettais partout, mais c'était un régal. Le seul raffinement qu'on avait, c'est la pince à sucre. Ah oui, la pince à sucre avec en métal argenté dans le sucrier en cristal de Bohème. Ça, oui. Oui, mais quand même. Hein. Et bon, c'était peut-être pas la profusion comme ça, mais moi, je me souviens les moments chez mes grands-parents, le soir. Après le dîner, ma grand-mère ouvrait le buffet, elle sortait toutes les bonnes choses.
Et puis, je m'asseyais entre deux. Ils étaient enveloppés dans leur robe de chambre en laine de Pyrénées. Et j'étais contente. Là, c'était magnifique. Et on regardait la télé. Chez nous, il n'y avait pas la télé. Et qu'est-ce qu'on regardait? Je me souviens de la piste aux étoiles. À la piste aux étoiles. Et c'était vraiment le bonheur. Bon, il y avait des moments où j'avais un peu peur quand après, le soir, avant de se coucher, ils mettaient le dentier dans un gobelet. J'étais pas très rassurée, mais c'était merveilleux. Ça me fait penser à un rendez-vous aussi incontournable nous, qu'on avait, c'était l'heure du thé. L'heure du thé, c'est un repas à part entière. On se reçoit les uns chez les autres, on accueille du monde à la maison, et puis alors on fait une table remplie de gâteaux, des gâteaux aux noix, aux amandes, les galettes sucrées ou salées avec des petits grains d'anis. On avait aussi, donc évidemment, le thé qu'on sert à la bonne hauteur avec l'odeur de la menthe comme ça qui sort, et puis des fois des petites fleurs d'oranger qu'on allait cueillir dans le jardin, et puis bien sûr, on n'oubliait pas les fameuses crêpes, les mofletas. Ces mofletas qu'on badigeonnait de miel ou de sucre, c'était un régal pour les papis, mais niveau calories, alors là, on était servis. Nous aussi, on avait le thé, mais c'était, ça venait du samovar. Enfin, tu sais ce que c'est qu'un samovar? Ben, c'est né de l'union entre un percolateur et une bouilloire. Pas mal vu, oui, c'est pas mal. Non, okay. C'est ça. On peut dire ça. Le samovar, mon père l'avait laissé en Pologne parce que c'est lourd à transporter. Alors, il avait juste la petite théière et il la bourrait de thé. Et quand ça sortait, c'était noir, comme le café. Et il versait ça dans un grand verre. Avec un dessous en métal, hein, voilà. C'est ça, avec une anse. Vous avez oui, ça aussi sinon tu ne peux pas l'attraper le verre, c'est trop chaud. Et après, il mettait un tout petit bout de citron racorni, comme ça. Et il posait une petite assiette et ça infusait encore. Et voilà. Et le sucre, jamais dans le thé. Toujours dans la bouche et tu buvais comme ça, là. D'où l'importance de la pince à sucre. Bon, avec le temps, il était devenu plus moderne. Il avait découvert les sachets à thé qu'il mettait derrière le tuyau à gaz. Il en avait toute une ribambelle et ça restait une semaine, parfois 2. Il les réutilisait à chaque fois. Je ne sais pas comment il faisait, mais il bourrait la théière de sachets à thé et ça avait un goût de... Bizarre. Je sais pas quoi. Non, il ne fallait pas que ça serve qu'une fois. Voilà. C'était du gâcher, pour rien gâcher. Oui, c'est ça. Ma grand-mère, elle faisait beaucoup la cuisine. Mon grand-père aussi, d'ailleurs, parce qu'il la faisait avec elle. Alors, elle était celle qui mélangeait, qui assaisonnait, qui goûtait, qui faisait les mélanges. Mais lui, comme c'était un fan de modernité et qu'il achetait tous les appareils ménagers qui sortaient, les robots, je me souviens, le robot Marie, et l'ancêtre du Moulinex. Et alors, lui, il hachait, il coupait, il épluchait. C'était un geek de la cuisine, enfin un geek de la modernité. Tout ça sous les ordres de ma grand-mère, qui n'était jamais contente, elle râlait tout le temps. Ça faisait des échanges, mais alors, épiques. J'aimais bien, je me souviens, quand il me préparait spécialement pour moi, mon plat préféré, les boulettes. Ah, les boulettes. Hein. Bah, comment ça, les boulettes? Vous avez des boulettes chez vous? Ah bah oui, évidemment. Boulettes. Bah, quelle sorte? C'est quoi les boulettes pour vous? C'est quoi? C'est les boulettes, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Et le clops. Voilà. Et c'est quoi le clops? Le clops, c'est le même mélange que la boulette, mais cuit au four dans un plat, plat allongé et étroit. C'est un clops. C'est un cake de viande? Si tu veux, un pâté de viande. Boulette. Non mais boulette. D'accord. Et c'est quoi les différentes recettes de boulettes? Comment ça? Il y a la boulette. La boulette, la recette des boulettes. Il y a une boulette? Mais non, il n'y a pas une boulette, mais il y a une recette de boulette. Mais enfin, chez nous, c'est le festival de la boulette. Mais la boulette, on en a sous toutes leurs formes. Ouais, vous avez de la boulette à la sauce tomate. Mais enfin, on a des boulettes déjà rondes, plates, ovales, cylindriques. Ensuite, on a les boulettes à la sauce tomate, en effet. On a les boulettes aux légumes, avec du céleri, des cardes. On a les boulettes en tagine, on a les boulettes grillées. Mais enfin, ça se décline à l'infini, la boulette. Et puis alors, attention, la boulette,
La recette est très précieuse. Ce sont les grands-mères qui gardent précieusement les recettes et elles ne se transmettent que de façon verticale, de la fille à la petite fille, et on ne garde bien que la lignée. Et il y en a à toute heure, hein, la boulette. Moi, je me rappelle, je pouvais rentrer au goûter et on me disait, ah bah alors tu veux du gâteau, du cake, des crêpes, des galettes, des boulettes. Tu ne manges rien, mais prends des boulettes. Non, moi j'ai passé à 4 heures. C'était servi au Bah, repas. La boulette. La boulette, mais il en restait pas parce qu'on adorait tous cette aimait ça. Hein. Oui, oui. C'est pas triste. C'est pas triste. Non. Bon, mais d'accord, vous avez beaucoup de boulettes. Mais le gefilte fish, vous avez pas. Hein. Et la carpe, tu sais, la carpe farcie. Oui, je connais de réputation, oui. Ah, mais c'est un vrai rituel, un morceau d'anthologie. Hein. Ah bon? Ah oui. Parce que d'abord, ma grand-mère, elle mettait, je sais pas, elle rapportait une carpe et elle restait 2 jours ou je sais pas combien de temps vivante dans la baignoire. Et quand je demandais à ma grand-mère qu'est-ce que c'est, elle me disait Tokipa. Bon. Et puis ma grand-mère, qui était plutôt quelqu'un de doux et gentil, elle devenait farouche. Elle rentrait comme ça dans la salle de bain avec un petit maillet. Le petit maillet en bois qui sert à aplatir... Les schnitzel. Voilà, exactement, les escalopes viennoises à aplatir. Elle rentrait avec ça et elle me disait « Va voir ailleurs si j'y suis ». Je trouvais que c'était une expression idiote, mais bon. Et j'entendais, je tendais l'oreille, j'entendais des bruits sourds, des coups même. Et puis j'entendais des espèces de jurons, des insultes. « Saleté ! Salope ! Salope !» Elle injuriait la carpe qui devait pas se laisser faire. C'est costaud une carpe. Ah Hein. oui, c'est résistant la carpe. Ouais. Et après, elle sortait de la salle de bain, victorieuse comme ça, un peu échevelée, avec la carpe au bout du doigt, la carpe qui était complètement assommée. Et là, on me disait, va jouer dehors. Bon. Et quand je revenais, il se passait un temps, ils étaient dans la cuisine. Quand je revenais, la carpe était en morceaux sur le billot, avec la tête bien posée à part. Et ma grand-mère, elle s'essuyait les mains, il y avait des traces de sang sur son tablier. Voilà. Puis après, commençait la préparation. Et c'était vraiment assez long. Hein, tous les ingrédients et hachés, et enlever les filaments blancs et noirs de la chair de la carpe. C'était tout un machin. Mais je me souviens la seule chose que j'avais le droit de faire, moi, c'est quand tout était prêt, les tranches de carpe comme ça, bien lissées, avec l'eau. Hein, et j'avais le droit de mettre des tranches de carottes cuites pour le décorer sur chaque tranche et puis d'en mettre dans la gueule de la carpe, de la tête de la carpe, parce que ça, on offrait ce morceau au chef de famille, parce que c'était un mets de choix. Et voilà. C'est donc. C'est C'est un peu C'était barbare. un rituel, ouais. c'est un peu barbare, ouais. Oui, oui. Ça me fascinait et en même temps, ça me répugnait un peu. Ouais, c'est spécial, oui. Bah, le couscous, c'est quand même nettement moins violent. Ça, c'est sûr. Tu connais la recette du couscous, Régine? Non, mais je sais le manger. Ah oui? Alors attends, regarde, on va demander à la spécialiste du couscous qui est avec nous. Tata Danou, est-ce que tu nous donnerais pas la recette de ton couscous? Maintenant? Oui, tout de suite, maintenant. Oui, devant tout le monde. Bon, alors voilà, on prend une grande bassine. Alors, on écoute là? Oui, tu peux rapprocher ton micro. Ouais, ils peuvent prendre des notes s'ils On prend une veulent. grande bassine. Est-ce qu'on peut mettre le micro de On Tata peut mettre le Danou? micro. Il marche pas le micro? Je sais pas. Si. Si, si, si. Faut bien parler dedans. Attends, Tata Danou, je vais t'aider. Ah, comme ça, oui. c'est Voilà. vrai. Bon, alors voilà, on prend une grande bassine, on met de la semoule, on met une poignée de sel, une poignée de l'huile, on remue avec la main, puis on met de l'eau, on arrose bien, 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 et on laisse reposer. Pendant ce temps-là, on prend une marmite, on met de l'huile pour faire le bouillon. Alors, on met de l'huile, on met de l'oignon, de la tomate concentrée, du sel, du poivre, du curcuma. Attention, c'est très important, le curcuma, parce que sans curcuma, le bouillon, il va pas être bon. Hein. Vous mettez un peu de marac off, c'est de la poudre de poulet, puis de la viande, des carottes, des navets, du céleri, c'est très important. Vous remuez comme ça, avec la... Vous remuez bien, 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 pour que tout ça, ça remue comme ça, bien, bien, bien. Et après, vous arrosez d'eau, à moitié cuisson. Vous mettez de la courgette, de la pomme de terre, en petits morceaux, et vous laissez cuire environ 3/4 d'heure. Après, vous prenez le couscous, vous mettez sur le couscoussier,
pour que la vapeur s'évapore, enfin, c'est la vapeur. Et puis, vous laissez cuire pendant 1 heure. Après, vous prenez le couscous et vous le retournez sur la bassine, vous l'arrosez de l'eau, comme ça, d'eau, comme ça, vous l'arrosez d'eau, et vous remuez bien comme ça, il n'y a pas de grumeaux, et voilà, votre couscous, bouillon, boulette, pas boulette pour la dame, et ça y est, c'est prêt. Eh ben, Ça va, j'ai tout dit? C'est pas si compliqué. J'ai tout dit? Ah oui, J'ai c'est rien Merci. oublié, le céleri. c'est différent Merci, du gefilte Tata fish. Dano. Merci, Merci, Dano. Tata Dano. Mais le couscous, c'est surtout pour les grandes occasions et les fêtes, comme chez vous, le gefilte fish, j'imagine. Oui, gefilte fish, oui, mais chez mes grands-parents, c'était pas ça. Il n'y avait pas le mot fête. Ils prononçaient jamais le mot fête. J'ai jamais entendu Shabbat, Rosh Hashanah. Non, ils faisaient à manger, et on mangeait, mais il n'y avait pas le mot fête. Et chez toi, il y avait les fêtes? Bah, Ok, d'accord. En fait, la seule fête qu'il y avait chez mes grands-parents, c'était Noël. C'était le petit Noël, parce que mes grands-parents étaient commerçants, et alors ils installaient à Noël un petit arbre avec des guirlandes. Mon père n'était pas très content, hein. Moi j'étais ravie d'aller chez eux, parce qu'il y avait Noël, et puis il y avait des chocolats, et puis on s'offrait des chocolats, ils en donnaient aux clients, enfin c'était très bien. En fait, mes grands-parents, ils étaient arrivés au milieu des années 20, et ils voulaient s'assimiler, tout simplement. Ils étaient dans une banlieue ouvrière, et très éloignés du tout milieu juif. Enfin, quand même, hein, chaque semaine, quand ils allaient au Réassort, parce qu'ils étaient le lundi, les boutiques sont fermées, ils allaient près de la République, et alors ils passaient quand même, au Platzli, rue des Rosiers, parce qu'ils allaient acheter, ils nous en apportaient d'ailleurs à la maison, du pain au cumin, des Platzli aux oignons, et puis de la charcuterie. Ma grand-mère, elle adorait la charcuterie. Et tout ça, ça cohabitait assez bien, comme ça, avec le mégélé, le coup farci, le tchoulen, tout ça. Puis les côtes de porc aussi, parce que mon grand-père, il adorait les côtes de porc. Et il s'était vanté, quand il était jeune, il en avait mangé plus de 20 d'affilée. Hein. Alors c'était, voilà. Donc, et ben voilà, et c'était assez bien, assez évident, assez gai. C'était très différent de la maison. Mon père, lui, il était venu après, il avait vécu la Shoah. avec le temps, ma mère, elle s'était remise à faire les fêtes. Quand elle est sortie des camps, elle avait laissé ça derrière. Mais quand elle a voulu faire Pessah, c'était difficile parce que normalement, elle ne savait plus lire la Haggadah, elle ne savait plus comment faire. Alors c'est mon père qui faisait ça. Le problème, c'est que mon père, il savait chanter, il savait dire la Haggadah. Mais quand il commençait le Seder, il se mettait à... Ça lui rappelait la Pologne, alors il se mettait à penser à la Pologne, il chantait, et puis il oubliait le Seder, et ça devenait long. Très long. Et ma mère se mettait en colère. Oui, c'est ça, un peu spécial. Chez nous aussi, mon père, quand on a grandi, mon frère et moi, il s'est mis à faire le Seder, justement. Alors lui, il connaissait tout, il savait très bien. Mais chez nous, le Seder de Pessah, c'était plutôt Kippour. Hein. D'abord, il y avait une tension les jours d'avant, palpable. Maman, qui n'y connaissait pas grand-chose, fille de mes grands-parents, avait peur de mal faire. Elle était très tendue. Papa vérifiait s'il y avait tout pour le plateau. Et voilà. Enfin, et lui était tendu aussi. Et puis, quand on se mettait à table, il lisait la Haggadah en hébreu, en araméen. Il la lisait très bien. C'était interminable. On comprenait rien. Il fallait qu'on lise des passages quand il nous le disait en français. On rigolait, on était des mômes, on s'amusait, on se faisait engueuler. Puis on crevait de faim aussi, parce qu'avant que le repas, le bouillon avec le kneidler arrive, il se passait, je sais pas, j'ai l'impression des heures pour des gosses. Et je me souviens quand même, on avait l'œuf dur avec de l'eau salée. On avait chacun un œuf dur, mais c'était très long. C'était pas drôle. C'était interminable.
je réalise à quel point tout ça est triste et difficile. Pessah, chez nous, c'était la fête. C'était vraiment un grand moment de joie, un rendez-vous familial incontournable. Déjà, les semaines qui précédaient la fête, il y avait une grosse agitation dans la maison, les peintures, le bricolage. Il fallait que la maison soit flambante parce qu'il y avait toute la famille qui arrivait d'un peu partout. Et on avait de la famille qui venait du Canada, de Côte d'Ivoire, d'Israël. Et puis alors, le soir du Seder, il y avait des grandes tables. On pouvait être jusqu'à 20-25 à table. Donc les hommes étaient les leaders du Seder, évidemment, et on attendait le fameux moment, le fameux bibilou, parce que le chef de famille prenait le plateau et tournait sur les têtes, et chacun prenait son petit coup sur la tête. Et puis alors, les femmes papotaient, les enfants, on n'arrêtait pas de picorer, évidemment on se faisait engueuler, mais comment résister? Il y avait des petites fèves grillées, des olives faites maison, des variantes, c'était un régal. Vraiment. Et alors, j'ai le souvenir de ma première cuite à 9 ans. J'avais siroté les 4 verres de vin, penché à gauche en faisant croire à tout le monde que c'était du jus de raisin. Mais en fait, avec mon grand-père assis à côté de moi, on s'était enfilé les 4 verres de vin. J'étais complètement saoule. C'était un souvenir mémorable. Ouais. En fait, tout ce qui me reste, c'est ça. Une bague en or avec 3 diamants. Les diamants, exagère pas, hein. C'est des petits brillons. Ouais. Des petits brillons. C'est à gold ring. Voilà, à gold, mais à petits brillons. Et c'était la bague de ma grand-mère. Et je lui ai toujours vu à la main. Et quand elle faisait la cuisine, elle l'enlevait, elle la posait sur une étagère. Je me souviens très bien de ce geste. Et puis le temps a passé et ses doigts ont gonflé et elle parvenait plus à enlever la bague. Et ma grand-mère aussi, elle n'arrivait plus à sortir la sienne. Et puis elle avait un solitaire avec des griffes. Et entre les griffes, il y avait de la pâte à pétrir, de la viande hachée, du persil, du coriandre. Il y avait tout le repas dans la bague. Et les doigts qui sentaient l'ail. Chez ma grand-mère aussi. Voyage. Il y avait des morceaux et ça sentait l'ail. Alors, il m'est arrivé une drôle de chose avec cette bague. Quand ma mère est morte et que je suis revenue chez elle, entrée dans sa maison, j'ai cherché la bague qu'elle avait reçue de ma grand-mère et qu'elle déposait toujours le soir sur sa table de nuit à côté de son lit. Pas de bague. J'étais étonnée, personne n'était entré dans la maison. Et je me suis dit, je sais pas, quelqu'un l'a volée ou elle l'a perdue ou elle l'a emportée à l'hôpital, j'en sais rien. Plusieurs fois, mais plusieurs mois, je regarde, pas de bague. Et là, il s'est passé des drôles de choses pour moi. D'abord, j'ai essayé frénétiquement de me souvenir de toutes les recettes que j'avais vu ma grand-mère faire, mais que je n'avais pas notées, parce qu'avec ma grand-mère, on ne pouvait pas noter. C'était un petit peu de ci, un petit peu de ça, et tu fais comme ci, et tu fais ça. La mienne, c'était tu mets, tu goûtes. Tu mets, tu goûtes. Tu mets. C'est à peu près la même chose. Donc j'avais rien noté, mais j'avais tout dans la tête et dans les gestes. Pas moyen. Je me souviens, j'ai la tête vide. Je lis des recettes, je fais des recettes. C'était pas du tout ça, vraiment. Et là, je me suis dit, bon ben voilà, tu ne pourras plus jamais faire la bonne nourriture que ta grand-mère faisait, tous ces plats juifs qu'elle faisait sans dire le mot juif. Mais enfin, c'était juif. Tu ne pourras rien transmettre, tu ne pourras plus les faire. Puis bon, j'étais assez triste. Je retourne chez ma mère, et là je vois la bague. Je la cherchais même plus. À sa place, sur sa table de nuit. Visiblement, elle n'avait pas bougé. Peut-être que moi, j'étais passé des tas de fois devant, je ne l'avais pas vue. J'en sais rien. En tout cas, je retrouve la bague. Et là, c'est comme si tout rentrait dans l'ordre. Vraiment, c'était fou. Je me suis dit, j'ai compris que cette bague, bien sûr que c'était le souvenir de ma grand-mère et de ma mère, donc des femmes de ma famille, mais que c'était aussi une espèce de clé, un sésame, qui m'ouvrait le chemin de la transmission et qui m'autorisait à m'inscrire dans la chaîne des générations.
is gekomen naar gas naar klein stedel. Daar ben ik Shabbos. Hoi, daar ben ik Shabbos. Zijn in ihm gekommen Herren die drei schönste Balebat im Lech von Städtel. Die drei schönste Balebat im Lech von Städtel. Einer a Schneiderl, der zweite a Kowalczykel und der dritte a Balegolczykel. Et c'est le tailleur qui va parler. Ruf sich op der Schneider. Ruf sich op der Schneider. Oh, 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 oh. Hat gedammt. Hat gedammt. Also wie mir geht, mit Nodlerstoch und mit Eisener Press. Oh, ist das ein Gassen? Oi, 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 oi. Oi, hat gedammt. Ruf sich op das Balegolczykel, le forgeron. Ruf sich op das Balegolczykel. Ahoi, 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 ahoi. Hat gedammt, hat gedammt. Also wie mir geht, mit dem Hammer See jetzt. Mit der Quetsche sagt jetzt. Ai, das Achasen. Ai, 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 ai. Hoi. Hat gedammt. Ruf sich op das Balegolczykel, le Cochet. Ruf sich op das Balegolczykel. Oh, hi! Oh, hi, oh, hi, oh, hi! Hat gedammt! Hat gedammt! Also wie mir geht, mit die letzte Satzi und mit dem Batschlachwotsch. Ja! Oh, so Sachen! Oi, 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 oi. Nein, hat gedammt. Sei still! Ist gekommen in der Kleinstädtel, da wenn nach Shabbos. T'as compris? Verstanden? C'est trop fatigant, ça mène dans ma chaise. Je voudrais vous parler maintenant de quelque chose qui a un rapport avec la chanson que vous avez entendue, qui est une chanson venant des bourgades juives d'Europe orientale. Il se trouve que en 1900, 85% des juifs du monde étaient ashkénazes et un juif sur deux, en 1914, était sujet du tsar.
Donc cette atmosphère du Shtetl, du Chazen, was hat gedavent, c'était quelque chose en fait qui a marqué en profondeur les Juifs, même quand ils sont d'origine autre, même quand ils sont des Sfaradim, en fait, l'horizon commun du fait de cette prépondérance démographique des Juifs d'Europe orientale est marqué par ça. Et je voudrais aborder avec vous 3 gestes qui n'ont aucune valeur religieuse en soi. Ils ne sont pas dictés par la halakha, par la loi juive. Ils ne sont même pas explicités par quelques coutumes. On ne dit pas « il faut faire comme ça ». Mais dans l'atmosphère piétiste du judaïsme d'Europe orientale, ces gestes se sont peu à peu imposés comme des habitudes non dites. Le premier geste, c'est celui qui consiste à se triturer fiévreusement les papillotes dans le milieu... Non, ce n'est pas drôle, c'est quelque chose de proprement compulsif dans le milieu des yeshivot, des yeshives, des écoles talmudiques d'Europe orientale. Les jeunes garçons soumis à une pression terrible, l'étude du Talmud dans les yeshivot est quelque chose de psychologiquement contraignant. Et l'une des manières pour faire passer la nervosité de l'étude est de se triturer les papillotes. J'ajoute qu'avant d'entrer dans ce système, les enfants ultra-orthodoxes sont extrêmement libres. Ils font des tas de galipettes, ils escaladent n'importe quoi, ils n'ont aucun vertige, ils sont même insupportables. Mais à partir du moment où ils sont complètement contraints de canaliser leur énergie dans l'étude du Talmud, cette énergie se traduit de façon nerveuse à travers la trituration des pailles, des papillotes, plutôt les papillotes droits avec la main droite, si on est droitier, peut-être d'autres papillotes avec la main gauche si on est gaucher. Je ne peux pas mimer cela parce que je n'ai pas de papillotes. Je me les suis coupés depuis très longtemps. Et le deuxième geste, qui est tout aussi absent de la loi religieuse, absent des coutumes en tant qu'elles sont explicitement dites. Vous savez que dans le judaïsme, la coutume a force de loi, mais ce n'est même pas dans la loi, même pas dans la coutume, et pourtant c'est quelque chose qui se manifeste dans ce monde des yeshivot d'Europe orientale, qui, je le répète, sont aujourd'hui le lot commun de beaucoup de lieux dans le monde, tout simplement parce que ce modèle-là a quitté l'Europe orientale pour des raisons historiques évidentes. Les Allemands ont fait disparaître le judaïsme d'Europe orientale, mais il est rené en Angleterre, en Amérique du Sud, en Israël, un peu partout dans le monde. Il y a des répliques de ce monde perdu des yeshivot d'Europe orientale. Et le deuxième geste, donc, c'est celui quand on a atteint un certain âge et qu'on a une grande barbe, une barbe fleuve, une barbe fleurie. Ça consiste à se la lisser verticalement pour manifester une autorité, notamment lorsque, non pas on peine à répondre à une question en se triturant les papillotes quand on a 15 ans, mais quand on attend avec un effet de suspense le moment d'en placer une pour trancher une décision juridique importante. Parfois, d'ailleurs, certaines personnes ont compris que ce geste avait une autorité, et même quand elles n'ont rien à dire, elles continuent à se lisser la barbe d'un air satisfait, parce que finalement, ça laisse présager que peut-être que la réponse sera bonne et intéressante. J'ajoute que ce geste n'est pas complètement original, puisqu'on en trouve des parallèles chez les imams ou les oulémas du monde musulman, ou chez les popes puants du monde russe orthodoxe. Donc, je dirais que ce geste-là n'est pas prévu, mais il existe. Enfin, troisième geste, très intéressant, un geste qu'on trouve dans presque toutes les synagogues du monde, notamment celles qui perpétuent un modèle juif d'Europe orientale. C'est très difficile de le faire ici parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Il m'aurait fallu une sorte de pupitre, un pult, ou bien une tribune, ou bien, si vous voulez, quelque chose qui puisse me permettre d'appuyer mon coude comme ça, et d'appuyer tout mon corps sur ce coude, en fléchissant un peu les pieds pour manifester ma volonté de me reposer au milieu de l'exercice fébrile du culte à l'intérieur de la synagogue, ou au milieu de l'étude extrêmement contraignante de la Gemara, de la Gemore, dans la maison d'études, dans le Beis Midrash, dans la Beit Midrash. Et donc, ça, sémiotiquement, ce n'est écrit nulle part. Nulle part, il est écrit, il faut s'appuyer sur le coude et se reposer de tout le poids de son corps
pour manifester, pour se donner un moment de pause. Ce n'est pas écrit, mais sémiotiquement, c'est un message qu'on fait passer de cette façon, qui veut dire, un peu comme le jeune Eliassin dans la pièce d'Athalie, que la personne n'a pour autre univers que la synagogue ou la maison d'études, mais que dans cet univers où il est à l'aise, l'étudiant talmudiste ou le pilier de synagogue prend ses aises parce qu'il y est à l'aise. Et donc c'est une manière de s'accorder un moment de relaxation. Et j'ajoute qu'aucun de ces 3 gestes n'est prévu dans l'arsenal des lois et des coutumes du judaïsme. Ça s'est imposé au terme d'une expérience historique de plusieurs siècles, qui probablement est née dans le contexte lituano-polonais au XVIIe siècle, avec l'exacerbation de la piété juive d'Europe orientale. Mais il est probable que même en Pologne, en Lituanie, au XVIIe siècle, quand le monde masculin s'est enfermé entre les 4 coudées de la maison d'études, d'où cette sémiotique du piétisme, il est probable que l'origine de ces gestes remonte à un peu plus loin. Il remonte à la patrie originelle des Juifs polonais et lituaniens, qui est tout simplement l'Allemagne médiévale, qui était aussi marquée par un très grand piétisme, puisque l'un des courants du judaïsme allemand médiéval est appelé justement Chassidei Ashkenaz, les pieux d'Allemagne. Et finalement, si on appelle Chassidim, les pieux de l'Ukraine, c'est en souvenir de l'époque où d'autres juifs, ancêtres des juifs ukrainiens du XVIIIe siècle, des juifs allemands du XIIIe siècle, pratiquaient un mode de vie d'une piété extrême, l'extrémisme étant caractéristique de l'expérience ashkénaze, soit dans la pratique des commandements, soit dans le rejet de ces commandements. Steht dir dort in Gessele, still verkrachter Heisele, dreht on neu von beidem Stiebel, wollt mein Teier Reisele. Jeden Oven fahr un Eisel, dreh ihr sich herum, gib a Pfeif und ruf euch, Reisel, komm, komm, komm. Hefen sich a Fensterl, wacht aufs ganze Heisele, und bald klingt in stillen Gassel, als is Kohlers het Reisele. Noch a Weile wart, mein Lieber, bald will ich sein frei. Geh sich noch a paar Mal rüber, 1, 2, 3. Geh ich mir auf Heilecher, sing und knack mir Nisseler, ich auf die Treppler laufen, ihre drobne Fisseler. Scheuner ab von letzten Treppen, klemm sie lieber rum. Gib ihr still a Kusch in Käppel, komm, komm, komm. Sagen, Davidl, sollst der Räuf nicht pfeifen mehr. Herrst der Pfeif schon, sagt die Mami, sie ist fromm, verdrießt sie sehr. Pfeifen, sagt sie, ist nicht tierisch, passt es bloß für sie. Gib ein Zeichen, Prost euphorisch, 1, 2, 3. Nicht pfeifen mehr, dir auf gib ich a Schwule, dir zu lieb will ich a viele, wer und fromm meinst nur alle. Ich will sein, wenn du willst, noch Reisel,
wie dein Mame fromm. Jeden Schabbes gehen in Kleisel. Komm, komm, komm. Geh ich Frelecher, sing und knack mir Nisseler. Herr, ich auf die Treppler läuft und ihre drobne Fisseler. Wieder steht Vertrag durchs Heisel. Das Kessel wieder stumm. Komm zu mir in Hollem Resel. Komm, komm, komm. Alors en Afrique du Nord, bien sûr, les gestes des séfarades d'Afrique du Nord sont aussi intéressants à analyser. Les hommes pieux se balancent à la synagogue, mais c'est pas typiquement séfarade, on trouve ça dans toutes les synagogues du monde. Les hommes pieux vieux qui ont une longue barbe se la caressent aussi. Mais jusqu'à ce que les Ashkénazes convertissent les séfarades ne jouaient pas avec leur pailleuse. On le voit maintenant dans les hommes en noir, on les voit, ils font tous ça, ils sont très souvent séfarades, mais ce sont des coutumes apprises récemment, ce ne sont pas des coutumes traditionnelles ancrées dans la mémoire. La main dans le judaïsme a une grande importance. Vous savez que chaque fois qu'on se lave les mains, il faut faire la prière Netilat Yadayim, et ce lavage des mains est ancré chez certains de manière très puissante, sans savoir pourquoi, sans savoir pourquoi le geste doit être fait. Il y a un jeune séfarade que l'on a interviewé qui nous expliquait que son père lui avait appris à faire cette prière de Netilat Yadayim, et aujourd'hui ça lui arrive de le faire à n'importe quel moment, et quand il l'a fait, il se sent propre. Donc ça lui fait plaisir de le faire, il se sent propre tout entier. La main est importante aussi, bien sûr, la main des femmes, parce que ce sont les mains des femmes qui préparent la nourriture cacheroute, qui préparent les plats qui vont mettre en œuvre les commandements de la Torah, qui vont amener sur la table familiale les plats rituels, les plats de la cacheroute. Donc la cuisine va jouer, bien sûr, ça vous le savez, un peu comme mémoire et comme identité pour tous les juifs séfarades ou ashkénazes. Et on peut dire que dans la France d'aujourd'hui où cohabitent ces deux populations, la cuisine juive, de part et d'autre, rappelle le temps où l'on n'était pas là, rappelle le temps de là-bas. Et on peut parler du couscous versus le gefilte fish, de la mekbouba versus les harengs, de la tfina versus la tcholent, ou des cigares au miel versus le strudel. La main chez les Juifs d'Afrique du Nord, c'est aussi ce que vous voyez sur l'écran, le khamsa. Le khamsa, c'est-à-dire le 5. Le 5 qui est censé protéger de l'aïnara, protéger du mauvais œil. Le mauvais œil qui est censé rôder en permanence et dont il faut éloigner les funestes effets. De manière générale, il faut se méfier de l'autre. Il faut se méfier de l'autre qui est possiblement envieux de vous, envieux de votre réussite, envieux de la beauté de vos enfants, envieux de votre bonne santé. On se protège par la parole et par les gestes. Donc par les gestes en montrant bien la main, mais aussi par la parole. Donc le khamsa va être souvent accroché dans les murs de la demeure, mais aussi le chiffre 5, le mot jeudi, parce que le jeudi c'est le 5e jour de la semaine. Donc si vous placez dans une phrase le mot jeudi, ça vous protège du mauvais œil. Également le poisson. Vous passez dans une phrase n'importe laquelle une histoire sur les poissons, ça vous protège du mauvais œil parce que le poisson c'est un signe d'abondance, donc c'est un signe protecteur. Donc on va placer ces chiffres-là dans la conversation si on a le sentiment que la personne avec qui vous parlez vous envie. Et donc au niveau des gestes, pour éloigner le mauvais œil, surtout lorsque l'on vous complimente, il ne faut pas vous complimenter, c'est mauvais. Donc si on vous complimente, on va ouvrir la main et la passer comme ça discrètement sur soi, la passer sur ses cheveux ou la passer sur la main d'un enfant. Mais il faut que la main soit bien ouverte et que plus elle sera bien ouverte, mieux ça protégera.
D'autres gestes sont aussi censés protéger du mauvais œil. Le sel est très important. C'est le sel que la mère de famille jette dans le feu après l'avoir tourné bien serré dans sa main sur la tête de l'enfant qui a subi éventuellement le mauvais œil, en disant que ceux qui t'envient brûlent dans ce feu comme ce sel. Et elle jette le sel dans le feu. D'autres gestes sont aussi importants. Le couteau sous le lit du bébé et surtout sous le lit des petits garçons, sous l'oreiller des petits garçons. C'est quoi ce couteau? Il est censé couper Lilith. Lilith, la démone, qui est censée aimer les petits garçons et les enlever. Donc le couteau, quand elle vient, la coupe et donc elle s'enfuit parce qu'elle a mal. Donc on met le couteau sous l'oreiller des petits garçons. Le rouge, il faut toujours mettre du rouge dans les vêtements des petits garçons et des petites filles, que ce soit un simple filet rouge, que ce soit le corail dont parlait ce matin Didier Long. Il faut qu'il y ait de la couleur rouge sur les vêtements pour repousser le mauvais œil. Autre geste des séfarades qui se faisait, je crois que ça continue à se faire dans certains quartiers, dans certains endroits, mais en tout cas au Maghreb, c'était très largement suivi. C'était la cérémonie de la kapara au moment de Kippour. Au moment de Kippour, le chef de famille achetait le nombre de poulets, de coqs, équivalent au nombre de gens qu'il y avait dans sa famille. Et le rabbin venait, et au-dessus de chaque tête de membre de la famille, faisait tourner le poulet avant de le sacrifier. Et cette prière que l'on faisait avant de sacrifier le poulet était censée protéger l'individu pour toute l'année à venir. Les rêves aussi. Alors là, on voit le rôle de la parole. Lorsque l'on faisait un cauchemar, qu'on se réveillait en racontant qu'on avait fait un cauchemar, tout de suite, il fallait que l'on dise « Halom Tov ». C'est un bon rêve, c'est pas grave, tu as l'impression que c'est un mauvais rêve, mais c'est un bon rêve. Prononcer des bonnes paroles était censé protéger. Il y a des gestes, donc là vous voyez ce sont des gestes individuels, mais il y a des gestes qui sont plus collectifs. Alors il y en a 3 en particulier, il y en a plein, mais il y en a 3 dont j'ai choisi de vous parler. Le premier, c'est j'ai envie de dire que c'est un pèlerinage sur place qui a lieu aujourd'hui encore à Sarcelles, où vous savez qu'il y a une forte communauté juive qui est en cours de diminution avec les événements actuels, mais enfin il y a une communauté juive importante. Et dans cette communauté, tous les ans, on refait en quelque sorte le pèlerinage sur le tombeau d'un rabbin saint de El Hama en Tunisie. Et on fait exactement ce que l'on faisait en Tunisie même. Donc il y a des prières, il y a des allumages de bougies, il y a des bénédictions collectives. Et c'est un peu la journée prise en main par les femmes. Elles préparent tous les mets tunisiens, elles préparent un gigantesque couscous. Et surtout, elles n'oublient pas d'avoir fait venir de El Hama de la ficelle rouge que l'on va mettre autour du ventre des jeunes mariés pour qu'elles soient fécondes. Donc c'est ce qui se faisait à El Hama et qui continue aujourd'hui chaque année. Autre rite collectif, mais alors qui continue à se faire sur place, c'est le pèlerinage de la Griba à Djerba. Pèlerinage qui est organisé chaque année à partir de Paris et Marseille. Il y a des avions remplis de juifs originaires de Tunisie qui vont faire le pèlerinage de la Griba. Bon, alors je vous passe tous les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que les pèlerins qui arrivent à la Griba achètent un œuf. L'œuf va être cuit dans la journée, va être dur. Et cet œuf, on met le nom de la personne et tous les vœux que cette personne aura prononcés seront exaucés. Donc il y a vraiment très nombreuses personnes qui font ça, qui sont persuadées qu'elles vont avoir un mari, qu'elles vont réussir à leurs examens, qu'elles vont tirer le gros lot. Ce pèlerinage est très lié, si vous voulez, à une protection aussi des rabbins de Djerba, des rabbins de cette synagogue. Dernier geste collectif qu'on a déjà évoqué à une ou 2 reprises depuis ce matin, le soir du Seder de Pessah, dans les familles juives de Constantine, en Algérie, il est de tradition que le père de famille, avant de lire la Haggadah, porte à bout de bras le plateau du Seder sur lequel il y a la matzah, la viande d'agneau et les herbes amères, et les tourne sur les têtes de toute la famille en chantant la chanson Etmol, qui veut dire « Avant, nous étions esclaves, à partir de maintenant, nous sommes libres ». Dans les communautés marocaines,
le même rituel qui consiste à faire tourner le plateau du Seder au-dessus de la tête des convives est agrémenté d'un poème liturgique. Les Marocains se distinguent par leur grand amour des poèmes liturgiques, puisqu'ils sont les fidèles héritiers de la civilisation mauresque de Al-Andalus, qui correspond à l'âge d'or de la poésie hébraïque. Et ce poème liturgique chanté par les Juifs marocains quand on fait passer les plateaux du Seder au-dessus de la tête des convives a été d'ailleurs évoqué par les prédécesseurs. Il commence par le mot Bibhilou, mais dans la déformation de prononciation des femmes, ça devient Bibilou. Mais en fait, c'est Bibhilou qui veut dire en araméen dans la hâte, dans la précipitation. Et ça donne à peu près cela. Je suis désolé, je ne suis pas marocain, je ne sais pas bien chanter marocain. Bibilou yasenu mimisraim, yom ze meshumer le yosef shamayim. En la hâte, nous avons quitté l'Égypte, nous sommes sortis d'Égypte. Ce jour est gardé pour celui qui siège dans les cieux. Ça parle beaucoup de bouffe en ce moment. Hein. Vous avez bien mangé? Bon, personnellement, j'ai presque rien mangé parce qu'on ne mange pas avant un spectacle. Donc après, je vais... Il y a du vin? C'est pas anodin que je demande du vin, parce que le vin accompagne cette façon de faire cuire les aubergines. Donc il y a mon oncle Tchérassi qui aime bien lever le verre, jusqu'au moment où il est complètement... Donc je ne vais pas dire les 7 façons, je vais en citer quelques-unes. Et on y va. Modos de guisados se guisa la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llaman comida de berenjena. La segunda que la guisa es la mujer del chamás, la cavaca por adentro y la hinchita aromat. Esta comida la llaman la comida la dolma. Esta comida la llaman la comida la dolma. La tercera que la guisa es mi prima Estel de Chiotti, la cavaca por adentro y la hinchita rosmoti. Esta comida la llaman la comida al almondrote. Esta comida la llaman la comida al almondrote. Ay, mi tío Tchérassi, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho bien a él le vino. La salata malcasina es pastosa y saborida. Mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva. Estos platos acompañan a los rostros de gallinas. Estos platos acompañan a los rostros de gallinas. Ay, mi tío Tchérassi, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho bien a él le vino. Ay, bueno. La setena que la guisa es mejor y más canina. La prepara Filistín, la hija de la vecina. Ya la mete en el forno, de cabeza a la cocina. Con aceite y con pimienta ya la llama una bella. Ay, mi tío Tchérassi, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho bien a él le vino. Ay, mi tío Tchérassi, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho bien a él le vino. Ay, mi tío Tchérassi, que le gusta beber vino. Compañero, continúa tocando, me hace mucho bien como el buen vino. Ay, con el vino, vino. Perdón. Salud, compañeros. Dile, Jaime.
Vivamos todos y el pueblo de Israel, los hermanos y todo el mundo. ¡Salud! Wo kon ich dich ja finden? Und wo kon ich dich nicht finden? Du, 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 du. Als wo ich geh, du, und wo ich steh, du, rak du, nur du, immer du, aber du, 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 is Metzen gut, du, hol lille schlecht, ai du, ai du, 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 du. Misrecht du, meine du, soffen du, godem du, 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 du. Shomaim du, eretz du, meine du, machte du, 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 du. Misrecht du, meine du, soffen du, godem du, 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 du. Shomaim du, du meine Dummate, du, 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 du. Du, 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 du. Wo ich gern mich, wo ich werd mich, du.
dorem du, 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 du. Shamaim du eretz du meile du mache du, 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 du. Tira tu dele que zungen tu 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 Chaque année, vers la fin des grandes vacances, mon père devenait très sombre. Et puis un soir, quand on était rentré, un soir de septembre, quelquefois début octobre, il allumait une lampe dans le salon. Je la vois, cette lampe, avec un pied un peu trapu comme ça en bois et un abat-jour plissé, crème. Et il recommandait bien à tout le monde de ne toucher absolument pas à cette lampe jusqu'à son retour le lendemain soir. Bon, j'avais 8 ans, j'étais très sensible aux recommandations d'économie qui prévalaient alors. Tu quittes pas une pièce sans fermer la lumière. Donc voilà, un jour, j'ai fermé la lumière, j'étais sûre de faire quelque chose de très bien. Et quand mon père est rentré le soir du travail, il a dit: qui a fermé la lumière? Alors je lui ai dit très fier: c'est moi. Et alors là, j'ai eu devant moi un homme hors de lui, rouge, éructant des paroles que je ne comprenais pas dans une langue totalement inconnue. J'étais pétrifiée. Ma mère est intervenue, elle m'a prise et elle m'a emmenée dans une pièce à côté et elle m'a dit: tu vois cette lampe? C'est l'âme de tes grands-parents, des frères et des sœurs et des neveux de ton père qui ont été assassinés par les Allemands pendant la guerre. Et en éteignant cette lampe, c'est un peu comme si tu les avais tués une seconde fois. Et je suis restée avec ces mots-là. Qu'est-ce que je pouvais en faire de ces mots? On n'en a jamais reparlé. Jamais. Et plus tard, j'ai compris certaines choses. D'abord, j'ai compris que le jour où ce que mon père allumait devait être une bougie, enfin un avatar moderne d'une bougie du souvenir. Maman avait très peur du feu, donc il n'était pas question de lui laisser allumer une veilleuse, qu'on allume en souvenir, commémoration d'un patient. Chasser le naturel.
ça m'apprendra, d'un parent décédé. Donc ça, je l'ai compris, il ne m'a jamais rien dit. Et puis, un peu plus tard, j'ai compris que le jour où il allumait cette bougie, cette lampe, cet avatar, devait être le jour de Kippour. Le jour où, quand on ne connaît pas la date exacte de la mort du parent, on allume la bougie, la veilleuse. Or, mon père ne connaissait pas la date de l'assassinat de sa famille, puisqu'ils avaient été tués sur place dans une action en Ukraine. Et puis plus tard encore, en élaborant, mon père n'était déjà plus de ce monde. J'ai compris, et je me suis dit que mon père, qui venait d'un milieu quand même très pratiquant, avait cessé de faire quoi que ce soit, ne faisait plus Kippour, et allait au travail ce jour-là sans rien dire, muré dans son silence. Et ce qui lui restait, c'était d'allumer, c'est tout ce qui pouvait lui rester, enfin ce qu'il décidait de faire, d'allumer cette lampe, mais il ne nous en disait pas un mot. Il avait dû en dire un mot à ma mère, évidemment. Et alors, je me suis dit que aller au travail, ne plus faire, etc., bon, pour un pâté, mais rester dans ce silence et pas pouvoir, les années passant, nous en dire un mot, c'est ce que j'ai trouvé le plus cruel et que je trouve encore très cruel jusqu'à aujourd'hui. Chère Régine, je viens de t'écouter très attentivement, d'autant plus attentivement que ça fait quelques dizaines d'années. Tu m'avais fait venir chez toi, à ton domicile en banlieue, pour rencontrer ton père. Et c'était un érudit, y compris en yiddish, en hébreu, en judaïsme. Et certainement, il appartenait aux disciples des disciples qui n'avaient rien oublié de la tradition. Mais lui, c'est parce que devant l'inadmissible réalité de la Shoah, il ne pouvait plus vivre cette tradition comme avant. Tu me l'as expliqué d'ailleurs. Et tu m'as dit que le Yahrzeit, c'était le geste ultime qu'il n'avait pas pu répudier de sa vie antérieure. Alors, Yahrzeit, c'est du yiddish, bien sûr. Zeit, c'est le temps. Yor, c'est l'année. Yahrzeit, c'est le moment de l'année, c'est l'anniversaire de la mort. Et c'est vrai que le rituel principal, c'est d'allumer une veilleuse, en tout cas une lumière. C'est la lumière, l'âme du disparu, du proche qu'on veut célébrer. Ça peut être un godet d'huile. Chez les Sfardim, c'est souvent un godet d'huile. Ça s'appelle Ner Zikaron, la bougie du souvenir. Et en principe, elle brûle de la tombée de la nuit jusqu'à la sortie des étoiles du jour suivant, c'est-à-dire en fait 24-25 heures. C'est la durée de la journée juive, la durée donc de l'anniversaire du mort. Et certains aujourd'hui, un peu comme ton papa, allument une lumière électrique, mais c'est pas à cause de la peur du feu, c'est sans doute parce qu'en Israël, on trouve très facilement ces bougies colorées, ces lumières colorées sur lesquelles il y a écrit Yizkor, qu'on se souvienne. En tout cas, ton père se souvenait de la veilleuse qu'on allumait à Kippour dans son enfance, mais bon, tu le sais certainement, il n'y a pas que Kippour pour célébrer la mémoire des morts, et en plus, le rabbinat d'Israël a instauré très vite après la création de l'État d'Israël une journée de commémoration des morts de la Shoah, dont pour la plupart on ignore la date de l'assassinat. Et ils l'ont intitulé Hakadish Haklali, le jour où l'on prononce un Kaddish général pour tous ces disparus. Et en général, tout le monde y participe, et c'est le 10 Tevet. Le 10 Tevet est déjà un jour de jeûne depuis l'Antiquité, puisque c'est un des 3 jeûnes qui célèbrent la destruction du temple de Jérusalem. D'abord le siège de Jérusalem, la brèche dans la muraille, et puis le brûlement du temple de Jérusalem. Il y a eu d'ailleurs 2 temples. Ça, c'est le 10 Tevet, c'est le début. Et donc les rabbins ont fixé le Kaddish Klali ce jour-là, mais soit ton père ne voulait pas le faire ce jour-là, soit ce qui lui restait en tête, c'était le jour de Kippour, où l'on prononce effectivement la prière de Yizkor à la synagogue. Mais là encore,
ce n'est pas seulement Yom Kippour qu'on prononce le Yizkor. Il y a 4 fêtes juives dans l'année, au cours desquelles, après la lecture de la Torah à la synagogue, tous ceux qui ont perdu un père, une mère ou un frère, une sœur, c'est en général pour les proches parents, les enfants sortent de la synagogue, parce que c'est pas pour les enfants, à moins qu'ils soient eux-mêmes orphelins. Ceux qui sont orphelins prononcent le Kaddish, et c'est à Shavuot, la fête des semaines, qui arrive bientôt, à Shmini Atzeret et à Kippour. Le second jour de Pessah qui est déjà passé. Donc Pessah, Shavuot, Shmini Atzeret, Kippour. Et moi, on insère en général le nom du parent quand on dit Yizkor, Hachem, que l'Éternel se souvienne du nom d'eux. On donne le nom du parent et on évoque sa mémoire en public dans la synagogue, et c'est vraiment très très émouvant. Donc ton père a choisi des 4 fêtes, celle de Kippour, et je suis certaine, Régine, que parce que pour célébrer le Yortzai de son père, Kippour, ça restait à ses yeux l'une des solennités, sinon la solennité la plus marquante de l'année, celle dont même un juif éloigné, voire un croyant, voire quelqu'un qui est un exilé du monde, comme ton père, a gardé l'empreinte dans sa mémoire. Et c'était pour lui un dernier geste de piété, lui qui était aussi exilé de son judaïsme. Merci. וסורי וחרומי וקונומי וכינויי וכינוסי על נפשותינו מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו יחרתנו והון כל הון
יהון שרון שוויקין שוויסי לא שרירין ולא קיומים נדריינו לא נדרי ужвосайно ужвосайно lo